Voilà, eh bien écoutez, je vous propose de démarrer nos travaux, puisque ce matin, nous sommes, bonjour à tous, hein, nous sommes réunis pour entendre les représentants de l'association Aven, que un certain nombre d'entre nous connaissent bien déjà pour les avoir rencontrés dans nos circonscriptions respectives. Nous avons donc le plaisir de recevoir la présidente, leur présidente, Madame Françoise Grelier, Monsieur Jean-Luc Sens, président honoraire hein, de l'association et représentant de l'Aven au sein du CIVEN, c'est important de le rappeler, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Et puis Madame Cécile Labruni, avocate de l'Aven et souvent référente pour tout ce qui concerne les indemnisations en matière de victimes des essais nucléaires. Alors votre audition sera d'abord l'occasion de nous rappeler ce qu'est l'Aven, si vous voulez bien, son histoire, ses missions, son fonctionnement, le nombre de ses membres encore aujourd'hui et leur qualité, puisque l'Aven est membre, les membres ont des profils parfois différents. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Car l'Aven, il faut le rappeler, ne réunit pas uniquement des vétérans, mais aussi leurs conjoints et désormais leurs descendants peuvent y adhérer. On évoquera aussi cette question parce que je sais que pour vous c'est un point important, le fait générationnel. Nous comptons également sur vous pour tenter de nous faire vivre ce qu'ont vécu les hommes et les femmes qui ont participé aux activités du Centre d'expérimentation du Pacifique, en termes de témoignages, et ainsi permis à la France de rejoindre le cercle des pays dotés de l'arme nucléaire. Car avec vous, nous allons plonger encore ce matin dans l'histoire du CEP, je dirais plus dans l'histoire des personnels du CEP et aussi ceux de la Marine nationale, parce que c'était beaucoup d'anciens de la Marine nationale. Vous nous direz notamment comment ceux-ci étaient informés des conséquences potentielles des essais nucléaires sur place et s'ils bénéficiaient ou pas de dispositifs de protection pendant et après les campagnes de tir. Votre audition a aussi pour objectif de recueillir votre appréciation du dispositif d'indemnisation créé par la loi Morin et en premier lieu du fonctionnement du CIVEN, bien évidemment. Nous vous attendons sur ce sujet. Un questionnaire vous a été transmis par Madame la rapporteure, qui est à mes côtés. Toutes les questions qui figurent dans ce questionnaire ne pourront pas être évoquées ce matin de manière exhaustive, bien évidemment. C'est pourquoi je vous invite à nous communiquer. Vraiment, n'hésitez pas ultérieurement vos réponses écrites et puis tous les documents, tous les éléments que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de la commission d'enquête. Voilà. Avant de vous donner la parole, je vous remercie de nous déclarer tous les trois tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller, et vous, Maître, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Donc, vous avez la parole pour 10-15 minutes. Et puis ensuite, eh bien, je laisserai la parole tout de suite à Mariana Red-Arbelot, notre rapporteure, pour qu'elle puisse poser ses questions. Et enfin, aux questions, je passerai la parole aussi aux députés présents qui auront certainement des questions à vous poser. Et nous avons, je crois, 1h30, 2 heures devant nous. Donc, nous avons le temps de prendre le temps de l'échange nécessaire. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, dès le milieu des années 90, des anciens appelés du contingent ou des anciens militaires engagés ayant participé aux essais nucléaires français au Sahara se posent des questions face à des cas de maladies curieux. Beaucoup d'entre eux souffrent notamment de pathologies cancéreuses, mais aussi cardiaques, apparues peu après leur présence sur site d'essai. La France a procédé à 210 essais, 17 dans le Sahara et 193 en Polynésie, de 1960 à 1996. En 1995, Roland Weil, Jacques Muller, entre autres, fondent la Fédération nationale Anciens du Sahara, FNAS. En 1996, Gérard Delac, ayant entamé une procédure contre l'État suite à un cancer de la peau apparu dès son retour d'Algérie, lance un appel à témoignage dans le journal L'Ancien d'Algérie.
et rentre ainsi en contact avec la FNAS, dont Michel Verger est membre. En juin 2001, cette association est dissoute, mais ce sont plus de 200 anciens membres qui constitueront le socle des premiers adhérents de la Veine, avec Michel Verger, Jean-Louis Valax et Gérard Delac. Leur objectif, obtenir l'information sur les conséquences des essais sur la santé, obtenir le droit d'accès aux dossiers médicaux complets, obtenir une pension ou une indemnisation pour les malades et défendre collectivement les intérêts des vétérans et de leurs familles. Ils décident de travailler avec les parlementaires pour la mise en place en France d'une législation qui établit une présomption de lien avec le service et définir une liste de maladies dont souffrent les vétérans ayant été exposés lors de leur participation à ces programmes. Et ils souhaitent établir des liens avec les autres associations ou organisations. Les adhérents, ce sont les vétérans, malades ou non, ce sont des personnels civils ou militaires qui ont participé aux essais français. Ce sont aussi les conjoints et les familles et les amis. Le financement de cette association proviendra des cotisations et des dons, et parfois des subventions diverses qui ont pu être octroyées au moins jusqu'en 2017. Le combat de la Veine, en 2001, se rapproche de deux autres associations. L'association du 13 février 60, fondée en Algérie à Regan, et Mururoa et Tatou, créée en Polynésie, 35 ans après le premier essai du 2 juillet 66. Le docteur Valax, alors président de la Veine, lance un questionnaire de santé aux vétérans. Il recevra 1800 réponses et constatera que les vétérans ayant séjourné sur les sites des essais nucléaires présentent un pourcentage plus important, plus élevé que la moyenne de la population française. Ces essais n'étaient pas aussi propres que les autorités voulaient bien l'affirmer. Les militaires, le personnel civique et l'ensemble de la population polynésienne n'avaient pas été informés des dangers potentiels et les conséquences étaient minimisées. Les protections très limitées, parfois totalement absentes. Le combat acharné des associations, notamment la Veine et Mururoa et Tatou, avec le soutien de parlementaires engagés, de journalistes, de témoins, ont permis en 2010 la promulgation de la loi dite Morin, la création du CIVEN et la commission consultative de suivi des essais nucléaires. C'était un début de reconnaissance. Mais la joie retombe très vite lorsque les premiers dossiers sont rejetés, ainsi que les suivants. En 2014, la Veine a demandé une commission d'enquête sur l'application de la loi. À l'issue, des modifications ont été créées, dont la commission de suivi, qui passe sous tutelle du ministre de la Santé au lieu du ministre de la Défense. Le CIVEN devient alors une identité indépendante, avec dans ses rangs un médecin désigné par les associations. Et le débat contradictoire devient obligatoire. Parallèlement, les associations réclament la vérité sur la dangerosité des essais et la transparence. En 2013, une partie des archives est déclassifiée. En 2017, sur l'initiative de la Veine et du médecin désigné par les associations, il est demandé une réforme du calcul du seuil de contamination. La loi a donc été modifiée et corrigée en conséquence par la loi EROM de 2017. En ce qui concerne la liste des maladies indemnisées, ce sont seulement 23 cancers qui sont reconnus. Les cancers du pancréas, du pharynx, de la prostate, de la thyroïde après la période de croissance, certaines leucémies, les maladies du muscle cardiaque ne figurent pas sur la liste et cette liste ne peut être modifiée que par la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Alors que la loi Morin prévoit de la réunir 2 fois par an et malgré nos diverses interventions auprès des ministres de la Santé successifs, la dernière réunion avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est déroulée le 23 février 2021, soit depuis plus de 3 ans. Pourtant, le 19 janvier dernier, Mme Catherine Vautrin, ministre de la Santé, a promis de réunir la commission de suivi avant le 1er avril 2024. Le mois de mai touche à sa fin et cette commission ne verra sans doute pas le jour à ce semestre-là. Or, c'est le seul lien que l'on a avec le ministre du tutelle et il est indispensable pour faire le point et discuter des difficultés rencontrées. La Veine craint une tentative de suppression de cette commission, comme cela avait été engagé en 2019. En ce qui concerne nos vétérans, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent sur la probabilité de contracter un cancer radio-induit. Ils culpabilisent d'avoir pu transmettre une maladie à leurs enfants et petits-enfants.
L'étude transgénérationnelle promise par notre président Macron lors de la table ronde à l'Élysée en juillet 2021, confirmée lors de son déplacement en Polynésie, peine à voir le jour. En attendant, l'AVEN propose aux enfants de compléter un questionnaire sur les pathologies dont ils sont atteints. Cette enquête très modeste peut être un point de départ à une étude de santé. À cela s'ajoute un oubli. La loi Morin n'a pas pris en compte l'indemnisation des victimes par ricochet. Cette loi ne fait pas mention des réparations envers les proches du défunt reconnu victime. Il s'agit des conjoints, des enfants, des petits-enfants. Comment ne pas reconnaître les conséquences de la maladie et du décès d'un époux, d'un père, d'un grand-père? La loi Morin a omis cette précision qui semble tout à fait légitime puisqu'elle existe dans l'indemnisation des victimes de l'amiante pour lesquelles tous les préjudices sont examinés. Les tribunaux administratifs Strasbourg, Dijon, Rennes, Lyon ont rejeté ces demandes au motif qu'elles sont prescrites. Maître Labruni vous le confirmera. Et seul le législateur peut y remédier. À travers ses participations aux cérémonies patriotiques dans les régions, au ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe, l'AVEN soutient le devoir de mémoire, abordé à plusieurs reprises par les ministres délégués aux anciens combattants. En souvenir de cette période, nous souhaitons qu'une journée nationale des vétérans des essais nucléaires, le 2 juillet, date de premier essai de Polynésie et date à laquelle nous ravivons chaque année la flamme sous l'Arc de Triomphe, soit accordée. Sachant que nous ne réclamons pas une énième journée patriotique, mais juste une journée du souvenir. Enfin, il est temps d'ajouter cette période à notre histoire dans les manuels scolaires de manière détaillée, afin d'informer nos enfants et nos petits-enfants. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré un petit-fils de vétéran du Sahara. Il ne connaît que très peu l'histoire de son grand-père et ne connaît pas notre association. Une meilleure information est indispensable pour le devoir de mémoire. Alors, afin que cette période ne devienne pas une histoire oubliée, que nos vétérans connaissent enfin la vérité. Qui a fabriqué la force de frappe? Une réponse s'impose à tous nos vétérans. Le temps passe vite. Les vétérans sont malades, ils vieillissent. Les familles sont lasses d'attendre une juste reconnaissance envers leur père ou leur époux. Tous perdent espoir de voir enfin une reconnaissance à la hauteur de leurs préjudices et de leurs peines. Que dois-je répondre à ce vétéran atteint d'un cancer du pharynx? Aura-t-il une reconnaissance de l'État? Et à cette dame, âgée de 77 ans, qui m'appelle régulièrement pour le dossier de son époux, décédé d'un cancer du pancréas. Elle attend toujours que son dossier soit présenté. Que dire à ces veufs et veuves qui ont accompagné dignement leurs conjoints dans la maladie et qui ont dû faire face à toutes les difficultés qui en découlent, parfois pendant des années? Et ces enfants orphelins, ils ont grandi, certes, mais la douleur est encore présente. Que ce soit les vétérans ou les proches, ils attendent depuis trop longtemps une reconnaissance méritée et sont fiers d'avoir participé à ces essais. Nos vétérans ont toujours réclamé justice et vérité. À cette devise, nous avons ajouté transmission pour les générations suivantes. Je tiens à rappeler que l'AVEN est apolitique, ni pro ni contre le nucléaire, ni pour ni contre l'armée. En ce qui concerne notre association aujourd'hui, c'est une association loi 1901, composée d'un conseil d'administration entre 14 et 20 membres maximum. Bien qu'elle soit représentée dans l'ensemble du territoire français, elle n'est pas organisée en fédération. Un responsable régional, membre du CA si possible, dans chaque région. Un responsable de collectif départemental dans un grand nombre de départements. 2 responsables membres du CA ont été désignés afin d'animer les régions et faire le lien entre les collectifs. De plus, une douzaine de responsables juridiques sont chargés de recevoir les dossiers et de vérifier les pièces avant de les envoyer au cabinet d'avocats qui, à son tour, les présentera au CIVEN. Tout au long de la procédure, les vétérans qui ont choisi d'adhérer à l'AVEN sont aidés, soutenus jusqu'au bout par les bénévoles au niveau local, régional et enfin par le cabinet d'avocats jusqu'à l'indemnisation. C'est ça le travail de l'AVEN. Enfin, l'AVEN adhère a adhéré à la Flamme en 2010. Elle est membre de l'ONAC depuis 2012 et est affiliée à l'UNC depuis 2015. En 2012, un rapprochement avec les associations anglaises a été fait en 2012. Voilà. Et les Américains en 2015.
Merci, Madame la Présidente. Est-ce que M. Sens veut rajouter quelque chose tout de suite sur les propos de Madame Grelier, avant de laisser la parole à Madame Brenard-Belot, la rapporteure? Non, je rajouterai simplement que la veine est en relation, effectivement, depuis 2012. Je ne sais pas si on m'entend là. Voilà, c'est bon, je crois. Oui, la veine est en relation depuis 2012 avec les associations anglaises, mais également avec les USA, puisqu'on est en relation avec la NAV, qui est une de nos confrères aux États-Unis. On est toujours en relation avec la Polynésie, évidemment, au travers d'un mot et Tatou et un petit peu 193. Et on est également, enfin moi personnellement, pour la recherche de tout ce qui est dossiers médicaux et études médicales à travers le monde. Je suis en relation aussi avec les Marshall, les Fidji, et au travers d'un service de presse aux États-Unis. Voilà. Un petit peu pour compléter sur les relations de la veine au niveau international. Bien, écoutez, donc je laisse la parole tout de suite à Madame la rapporteure. Je vous remercie à tous trois d'avoir répondu à notre invitation. Et aussi merci, Madame la Présidente, pour ce synoptique et des activités du combat de l'association de la veine. Alors, on va aller un peu plus en détail, un peu dans tout ce que vous avez décrit. Ma première question, c'est tout simplement un chiffrage. Est-ce que vous avez donc une estimation, vous pouvez nous donner une estimation du nombre de vétérans concernés par les essais en Algérie et en Polynésie? Au total, combien de personnes ont travaillé aussi pour le CEP? Et est-ce que vous avez un pourcentage aussi du coup de personnes qui sont membres de votre association par rapport à ce chiffrage total? Alors, on a évalué un petit peu à peu près à 90 000 qui seraient sur les sites. Donc 70 000 uniquement militaires venus de la métropole, 6 000 du CEP, non, sur 18 ans, et donc 20 000 à peu près en plus, c'est ça, hein, Jean-Luc. En ce qui concerne le nombre de vétérans de l'association, actuellement, on a environ pas loin de 4 000 adhérents actifs. On est allé jusqu'à 7 000, plus de 7 000, c'est-à-dire que plus de 7 000 sont passés par notre association, hein, puisqu'on a une numérotation des adhérents, donc on est rendu au numéro 7070 exactement. Mais je les ai recomptés avant de venir, enfin, ces jours-ci, et effectivement, on a 3 970 adhérents actifs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas forcément en éducation avec le nombre de vétérans qui sont allés, mais bon, c'est toujours pareil, il faut se faire connaître. Hein. Voilà. Je rebondis sur la question. Qu'est-ce que viennent rechercher les adhérents dans votre association? C'est d'abord une indemnisation, Alors, très souvent, ils viennent quand effectivement ils sont malades, ils entendent parler du CIVEN, ils entendent parler de la loi. Effectivement, ils viennent, ils s'intéressent. Et puis, certains viennent parce qu'ils sont tombés malades, donc ils nous contactent. D'autres viennent non parce que à l'occasion d'un film, d'une information dans les journaux, ils en ont fait partie. Donc, ils sont aussi contents de retrouver des amis. Ou des personnes qui ont vécu la même chose qu'eux. On a également beaucoup de familles, puisque là, les familles, les veuves, les enfants s'intéressent aussi à ce qui s'est passé dans la vie de leur père ou de leur grand-père. Mais ils viennent surtout chercher un soutien énorme quand il s'agit de faire un dossier pour le présenter au CIVEN. Ça, c'est très important. Et donc, avez-vous des préconisations en fait pour que les associations du type AVEN ou celles de Polynésie ou d'autres associations puissent se faire connaître? Est-ce que vous avez des idées pour qu'on puisse les partager? Je pense que la meilleure manière de se connaître, ce sont les médias.
Donc, on est en relation avec des journalistes, on est en relation avec des cinéastes qui font des films, on en a déjà eu pas mal. Moi, je sais que j'envisage de passer plus souvent des films, parce qu'au moins c'est parlant et c'est pas rébarbatif que d'aller à une réunion. Donc ça, je préfère ce style de communication. Est-ce que dans l'Hexagone, y a-t-il des régions plus touchées par la présence de vétérans et de leurs familles? Répondre, oui. Oui, c'est évident. Il y aura plus de personnes touchées sur la région Bretagne, sur la région Côte d'Azur. Pourquoi? Parce qu'il y avait le port de Toulon, il y avait le port de Brest, à l'époque il y avait l'Orient. Voilà. Donc le recrutement se faisait plus facilement à Bordeaux, à Brest ou à Toulon qu'à Toulouse, quoi. Moi, je suis l'exception, moi je viens de Bergerac. Donc, est-ce qu'il a été, par exemple, pensé à des campagnes au niveau de la santé dans ces régions qui sont le plus concernées? Est-ce que vous avez déjà connu des démarches d'information au niveau des cabinets de médecins, ne serait-ce que ce genre de démarche? Non, et même à l'heure actuelle. Le premier article qui est passé concernant les essais nucléaires, c'était une double page dans le quotidien du médecin. Et à l'époque, c'est mon médecin généraliste qui m'a téléphoné en me disant « Tiens, on parle de toi ». Et c'était en 2002. Après, depuis, il y a eu des parutions. Par exemple, il y a la revue Prescrire, qui a fait plusieurs articles sur les essais nucléaires, qui m'ont fait l'honneur d'ailleurs de vérification et de correction, donc je sais qu'ils sont parus. Mais sinon, non, le médecin généraliste n'est pas informé, les spécialistes non plus. Moi, quand je parle à mon cardiologue ou quand je parle à mon médecin généraliste, ça commence à venir. Mais quand je parle à mon cardiologue ou rhumatologue d'essais nucléaires, mais la dernière réflexion qui m'a été faite, c'était mais c'était un laboratoire. Donc ils n'ont même pas l'idée que l'on puisse avoir lâché dans l'atmosphère un nuage nucléaire, quoi, une déflagration. Mais justement, on aurait peut-être pu commencer par ça d'ailleurs, parce que tous les membres de la commission n'ont pas le même niveau d'information. Est-ce que vous, Monsieur Sens, qui était là-bas dès 1971, embarqué sur un navire de guerre, vous pouvez dire concrètement comment ça se passait, vos moyens de protection, individuels ou pas? Moi, je connais l'histoire parce que je vous connais bien, mais c'est intéressant que vous témoigniez, vous qui étiez présent sur place. Quand il y avait un essai nucléaire, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on vous demandait de faire ou ne pas faire? Merci. Ceux qui étaient les plus proches, on leur demandait de se retourner au moment de l'explosion, ou alors de porter des lunettes style lunettes de soudeur pour éviter le flash. Et puis après, il y avait une consigne qui disait que 90 secondes après le tir, j'ai encore les documents, 90 secondes après le tir, plus personne ne risque rien. Ça, c'était au moment du tir. Donc il y a le flash, le souffle, bon. Et dans les 2 heures, 3 heures qui suivaient, tous les bâtiments rentraient dans le lagon de Mururoa. On trouve dans les rapports du CEA de 2007, dans le rapport Alliot-Marie de 2006 et dans les documents secret défense que nous avons fait lever en 2013, le temps de réaction du lagon. On sait que le lagon était radioactif, c'était en suspens, des suspensions radioactives dans le lagon, au moins pendant 21 jours après le tir. Or, pour rassurer le personnel, tout le monde était autorisé à se baigner à partir du 4e ou 5e jour. Mais ça, j'y reviendrai sur les méthodes du CIVEN, si vous permettez, Monsieur le Président. Pour ma part, mon expérience personnelle, je me rappelle d'un tir qui s'appelait le tir en salade, où mon bâtiment était suffisamment éloigné, puisqu'on faisait uniquement les patrouilles en mer pour éviter les bateaux étrangers, parce qu'il n'y avait pas que nous qui étions sur ce secteur. Il y avait la Nouvelle-Zélande, il y avait les Chinois, il y avait les Américains, il y avait les Russes qui venaient nous espionner. Il y avait des Coréens aussi qui étaient payés par la Chine pour venir espionner. Donc on faisait les patrouilles autour du secteur.
Et à un certain moment, on reçoit une alerte. Donc moi, j'étais quartier-maître mécanicien au service de sécurité. Et on reçoit une alerte comme quoi il y a une retombée radioactive. Donc on avait une pluie radioactive qui nous arrivait dessus. Immédiatement, alors en plus c'était un des rares bâtiments qui était équipé pour, parce qu'il faut savoir que 80% des bâtiments n'étaient pas équipés pour subir les retombées radioactives ou chimiques. Mais le bâtiment était équipé pour, donc on stoppe la ventilation, est un système d'étanchéité zéro, et on met ce qu'on appelait un arrosage en pluie, c'est-à-dire un système d'arrosage qui permettait de laver le pont. Et on regarde au PC, au centre de sécurité, on s'aperçoit qu'il y a un manomètre qui monte en pression. Ça veut dire qu'il y a des bus qui sont bouchés. Et là, mon chef me dit, Sens, il faut que tu ailles voir. Bon, vu qu'il pleuvait et qu'en plus il y avait l'arrosage en pluie, je suis descendu au poste, je me suis mis en maillot de bain, j'ai pris un masque de plongée et puis j'ai été déboucher les bus. Donc je suis monté sur le pont, avec ma clamonette, j'ai sorti mes bus, j'ai soufflé dedans parce qu'il y avait un peu de sel, j'ai refermé et en même temps que je rentrais, rejoignais le bord, que je quittais le pont, il y avait les équipes de décontamination qui passaient à côté avec les compteurs GIGR. Je ne peux pas vous dire si j'étais contaminé ce jour-là, je n'en sais rien. J'ai entendu dire qu'il y avait, paraît-il, 110 000 dossiers médicaux suivis par le service de santé des armées. Je peux vous certifier que je ne sais pas où est mon dossier médical, mais je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'une analyse de sang ou une analyse d'urine pour contrôler si j'avais une contamination quelconque. Ça, c'est sûr. Par contre, oui, les visites d'embarquement et de débarquement, c'était logique. Voilà mon expérience directe. Après, il y a eu d'autres expériences. Je vois au travers des dossiers que je représente devant le CIVEN, il y a des gens, par exemple, qui étaient manœuvriers sur le Médoc et d'un témoignage qui disent qu'ils ont transporté des agents du CEA en tenue chaude, c'est-à-dire avec masque et ainsi de suite, et eux, ils étaient en short avec le bâchier, et puis ils les amenaient sur les lieux de décontamination. Voilà. Des incohérences comme ça, je pourrais vous en citer 10 volumes. Merci. Alors, nous avons d'autres questions, on va les poser après, mais peut-être pour tourner la parole, Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis, a une question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces informations, pour ce témoignage. Moi, j'avais alors peut-être une série de questions, comme ça on condense. La question qui vient tout de suite à l'esprit, quand on voit ce que vous nous dites sur la manière dont étaient gérées les choses, c'est est-ce que l'État savait qu'il y avait un risque ? Parce que la responsabilité de l'État n'est pas la même s'il savait qu'il y avait un risque ou s'il ne le savait pas. J'ai vu dans l'enquête disclose des éléments de médecins qui disent, je cite, « Cette infection a été causée par le quart effectué devant les bouilleurs contaminés et le démontage de certaines pièces de ces bouilleurs au cours de la traversée. » Si un médecin, en 1967, écrit ça, on peut imaginer que l'État le savait, connaissait les risques et n'a pas pris les mesures adéquates pour protéger les personnels. J'aimerais savoir ce que vous, au niveau de l'AVEN, quels éléments vous avez pour dire si l'État savait ou ne savait pas. Première question. Deuxième question sur les archives. Les archives ont été en effet en partie déclassifiées en 2013. La question qui se pose, c'est on connaît le volume de ces archives. Est-ce que le ministère de la Défense, qui gère ces archives pour la plupart, a mis les personnels nécessaires pour que l'accès effectif aux archives soit assuré? Et dernière question, je reviens sur est-ce que, en tant que militaire servant au CEP, en lien avec le CEP à cette époque-là, vous avez eu plus de visites médicales ou moins de visites médicales que dans le reste de votre période de service, ou qu'en est-il pour vos vétérans? C'est-à-dire, y avait-il un suivi médical particulier mis en place par l'État, par les armées, par le SSA, sur votre période de service à ce moment-là, ou pas? J'ai peut-être été un petit peu...
Alors, la question, monsieur le député, la question, est-ce que l'État savait? La réponse est oui. C'est indéniable. Pour une simple raison, pour une simple et bonne raison, j'ai dans les dossiers, dans mes dossiers, un rapport d'un colonel, dont j'ai oublié le nom, je vous prie de m'en excuser, mais d'un colonel qui a fait un rapport au ministère de la Défense en 1959 qui décrit les essais nucléaires, notamment américains. La seule chose qu'il y a, peut-être, on est en 1959, je pense qu'ils n'avaient pas toutes les données exactes. Donc il ne faut quand même pas oublier que les Américains ont quand même dissimulé pas mal d'informations aussi, hein, comme par exemple le passage des troupes sous les retombées. Mais l'État ne pouvait pas l'ignorer. On a aussi la mémoire du général Hayé, le général Hayé qui était le premier général commandant les essais nucléaires au Sahara, qui décrit en toutes lettres les dégâts occasionnés par un essai nucléaire. Donc il savait, ça c'est sûr. Les archives de 2013, il ne faut pas oublier que c'est suite à un travail effectué avec nos avocats qu'on a pu les obtenir par voie de justice. On n'a eu aucune difficulté dans la mesure où ils nous ont tous été envoyés en vrac. Ils ont été livrés par carton au cabinet Tessonnière à l'époque. Et c'est nous qui l'avons mis sous forme numérique. Et la version numérique a été divisée en 3 CD. Un premier CD qui a été envoyé, qui était pour Muro et Tatou. Un deuxième CD pour la Veine. Et un troisième qui est resté au CDRPC, Centre de recherche paix et conflit à Lyon. Et c'est à partir de ces CD, d'ailleurs, que Thomas Statius a pu écrire son livre Toxique. Et pour être sûr de son fait, il est venu passer 48 heures chez moi pour comparer ses archives avec les miennes. Puis il se trouvait qu'on avait les mêmes, même que j'en avais un petit peu plus que lui. Bon, donc après, le talent journalistique a fait qu'il y a eu le retentissement du livre Toxique. Mais toutes les informations viennent de la Veine et de Muro et Tatou, enfin principalement de la Veine. Pour les visites médicales, ben non. Non, il y avait dans l'armée, il y avait obligatoirement une visite médicale au moment d'un embarquement, une visite médicale au moment du débarquement, suivant les unités. Donc moi, personnellement, j'ai navigué pendant 10 ans, j'ai fait plusieurs campagnes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis parti en Polynésie, Madame la députée, vous allez me comprendre, j'allais voir les Vainés. Hein. J'avais 17 ans. Bon, c'était le rêve, partir à Tahiti à 17 ans. Par la suite, j'ai fait d'autres campagnes. J'ai fait la campagne des Mascareignes. Alors, pour la campagne des Mascareignes, c'est quoi? C'est l'évacuation de Diego Suarez, l'indépendance des Comores, l'indépendance des Maurice, et tous les événements qu'il y a eu dans les années 75 dans l'océan Indien. Et là, quand je suis parti en mission, j'ai été averti par la marine qu'il y avait des risques. Quand il y a eu l'affaire du Liban, j'étais volontaire pour le Liban, et comme j'étais marié avec des enfants, on m'a dit non, on n'envoie que des célibataires. Donc, l'État nous avait prévenu du risque. Par la suite, j'ai fait 3 ans d'assistance et sauvetage à la mer, et au moment où j'ai embarqué sur le remorqueur de haute mer, j'étais au courant des risques pris pour aller en sauvetage. Voilà. Or, pour la Polynésie, non, il n'y avait absolument aucun risque. On était content, on allait aux États-Unis, on allait se promener, mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'aimerais qu'on vienne à la question du CIVEN, si c'est possible, mais allez-y, Marine. Juste sur le suivi de santé, je voulais savoir si, au retour de la Polynésie, est-ce que vous avez été soumis à, je veux dire, un examen ou un suivi après votre retour de Polynésie? Absolument pas. Quand j'ai quitté le bâtiment à 12 heures de l'Agré, donc j'étais à Papeete, j'ai suivi la visite de débarquement. La visite de débarquement, c'était quoi? C'était l'attention, l'œil. Il me semble qu'il y avait une analyse du rythme, enfin exactement comme la médecine du travail dans n'importe quelle entreprise. Il n'y avait rien de spécifique. En revanche, il y a des gens qui ont passé ce qu'on appelait au caisson, mais c'était des gens qui faisaient soit partie des équipes de décontamination, soit partie des équipes de radioprotection, ou du personnel civil.
Je peux me permettre juste un petit complément pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur la notion de dossier médical, hein, de dossier de suivi médical, dont on a aussi également entendu parler, sur le fait qu'il y aurait donc plus de 110 000 dossiers médicaux qui seraient à disposition. Il y a une différence entre le dossier de suivi médical d'un appelé, d'un militaire, qui est son dossier de suivi médical, comme on l'indiquait, d'embarquement, de débarquement, ou de suivi des petits problèmes de santé du quotidien, et le dossier de surveillance médicale radiobiologique, qui est spécifique au risque d'exposition externe ou interne au rayonnement ionisant. Et donc ces deux dossiers sont bien distincts. Quand on parle d'un dossier de suivi médical, ce sont des examens classiques qu'on peut retrouver pour tout type d'affectation militaire. Un dossier médical, dossier de surveillance radiobiologique, s'il s'agit des examens dosimétriques, donc le contrôle de l'exposition externe au rayonnement ionisant, donc la pellicule qui est destinée à capter le rayonnement. Et puis, principalement, c'est ce qui préoccupe et occupe la discussion, c'est l'exposition interne, donc la contamination par ingestion et inhalation de gaz ou poussières radioactifs. Et là, ce sont des examens très spécifiques, puisque ce sont le passage au caisson, donc l'anthropospectrogammamétrie, les analyses d'urine, les analyses des selles des 24 heures, enfin des analyses d'urine des 24 heures qui doivent être réalisées très rapidement après l'exposition. Donc voilà la distinction à faire entre un dossier de suivi médical pour un militaire ou un appelé et un dossier de surveillance radiobiologique. C'est juste la précision que je voulais apporter. Du coup, est-ce que ce suivi radiobiologique a été fait pour tous les vétérans ? Je complète ce que disait Jean-Luc Sens, qui reprend la parole, bien sûr. En tous les cas, pour les dossiers qui me sont confiés, ces dossiers sont quasiment inexistants. Alors, totalement inexistants sur la période du Sahara et de manière tout à fait anecdotique sur la période de Polynésie. On retrouve au mieux, je dirais, les dosimétries, quand ils sont portés, quand ils sont rendus. Et ça, je redonnerai la parole à Jean-Luc Sens sur ce point, puisqu'il a un témoignage édifiant sur ce point. Mais à nouveau, le dosimètre, il ne permet pas d'évaluer la contamination interne. Et en ce qui concerne les examens de surveillance de contamination interne, alors là, je crois que je n'ai jamais fait de pourcentage de personnes ayant obtenu ce surveillance, mais dans une toute petite fraction, on a une analyse en début de campagne, donc à l'arrivée, et puis certains à la fin, mais rien au milieu. Et puis alors sur les analyses des selles et des urines, qui sont les plus probants, hein, c'est ce qui permet de mettre en évidence tel ou tel radionucléide. C'est inexistant. On en retrouve que parfois pour certains, pour des civils, pour des salariés. Oui, il y a eu à partir des essais souterrains, il y a eu un petit peu plus de contrôle. Il faut être honnête, il y a eu un petit peu plus de contrôle à partir des essais souterrains. Là, ça devenait presque systématique. Sauf que la plupart des contrôles, souvent, quand on regarde la date de départ de la victime sur site et quand on regarde la date du contrôle, des fois, il y a 2-3 mois d'écart. Il y a même des résultats de contrôle où la personne, il y avait un moment qui était rentrée en France. Où il y a des résultats de contrôle où la personne c'était 2 mois, 3 mois avant qu'elle quitte les lieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau du CIVEN, on n'a pas trop de mal à leur démontrer qu'on ne peut pas trop s'appuyer sur ce style de contrôle. Alors, venons-en, si vous voulez bien, au CIVEN. Bien évidemment, nous auditionnerons le président du CIVEN, M. Hermite, dans les prochaines semaines. Mais vous, du côté des victimes, comment vous vivez le processus d'indemnisation? Madame Labruni, notamment, votre cabinet est spécialiste dans l'indemnisation. Donc, il y a eu la loi Morin 2010 qui crée le CIVEN. Le CIVEN, c'était d'abord rattaché au ministère de la Défense, puis ensuite devient une autorité indépendante. Vous savez ce qu'on dit du CIVEN.
c'est un comité d'indemnisation qui n'indemnise personne, hein, ou presque. 98% des dossiers a été rejeté. Ça s'est amélioré après la loi EROM 2017 qui supprime le risque négligeable. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Combien de dossiers aboutissent? Enfin, quelle est la durée moyenne d'un dossier? Combien de temps faut-il pour le monter? Est-ce que c'est compliqué? Comment vous accompagnez les personnes qui viennent vous voir? Voilà, est-ce qu'on peut aborder cette question globale de l'indemnisation, s'il vous plaît? Et après, je laisserai la parole encore à mes collègues qui ont des questions, hein. Oui, vous l'avez dit, le processus d'indemnisation a été long à obtenir et périlleux ensuite dans son application, puisque, comme l'a rappelé, l'association a été créée en 2001, le cabinet a commencé à intervenir en 2002, pardon. Jusqu'en 2010, le combat des vétérans, alors des appelés principalement et militaires, étaient les seuls à pouvoir finalement, pour tenter d'obtenir une indemnisation, ils devaient demander une pension militaire. Donc tout le contentieux a été porté massivement devant, à l'époque, les tribunaux de pension militaire qui n'existent plus désormais. Et c'est du fait, je dirais, de la pression contentieuse, mais aussi de l'action de l'association, que les 18 propositions de loi ont été successivement déposées jusqu'à ce que le ministre de la Défense de l'époque dépose un projet de loi d'indemnisation qui a nécessairement... Oui, parfait. Et avec une ambition tout à fait légitime et, je dirais, presque bienveillante, que de permettre d'accéder à une juste et efficace indemnisation. Bon, on le verra dans la suite des faits, l'efficacité a quelque peu manqué. Et je pense pouvoir dire que l'association et ses membres étaient soulagés de pouvoir enfin avoir été entendus et d'obtenir un système d'indemnisation, même si dès 2010, on a eu conscience d'ailleurs du fait que ce système n'était pas complet, qu'il contenait déjà des obstacles qui s'avéreraient majeurs, et puis incomplet, on reviendra sur le fait qu'il n'a pas prévu d'indemniser les proches du défunt victime d'une maladie radio-induite. Donc entre 2010 et 2017, comme vous l'avez rappelé, on a été confronté à un refus quasi systématique, un rejet systématique des demandes. On a parlé de ces 98% de rejets. Dans les faits, pour avoir repris les chiffres, en ce qui concerne les dossiers suivis par l'association et le cabinet, entre 2010 et 2017, seules 11 décisions favorables ont été émises par à l'époque, le ministère des Armées, après avis du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. En parallèle, c'est plusieurs centaines, je dirais environ 200 procédures contentieuses qui ont été initiées à l'encontre de décisions de rejet prises au motif, je le rappelle, de l'existence d'une probabilité de risque négligeable sur laquelle je ne m'appesanterai pas, mais en gardant à l'esprit que le système d'indemnisation était fondé, comme tout système d'indemnisation qui veut réellement fonctionner, sur un principe de présomption de causalité. En matière de cancer, puisqu'il s'agit de cancer dit radio-induit, vous ne pourrez jamais, en tous les cas, aujourd'hui, l'état de la science ne permet pas d'établir avec certitude le lien d'un cancer avec une cause, quelle que soit cette cause. Quel que soit l'agent ou le matériau dit cancérogène. On ne peut donc raisonner que par présomption, et c'est pour cette raison d'ailleurs que le système d'indemnisation, en premier lieu, a émis les conditions permettant justement de bénéficier de la présomption de causalité. D'une part, être atteint d'une maladie dite radio-induite, telle que visée dans une liste publiée par décret. Deuxième condition, avoir été présent dans un lieu. Et troisième condition, à une période concernée par les essais nucléaires, période et lieu qui sont également définis par la loi et son décret. En 2017, ce qui change, c'est en effet la loi EROM qui supprime purement et simplement la notion de probabilité de risque négligeable, qui va permettre une augmentation significative des indemnisations, principalement du fait des tribunaux administratifs, qui vont, dans ce temps-là, enjoindre
systématiquement le Civen d'indemniser. Donc c'est à cette période qu'on va avoir à la fois une augmentation des décisions favorables émises par le Civen, mais surtout plus de 200 jugements condamnant le Civen à indemniser les victimes des essais nucléaires dont le dossier avait été soumis aux juridictions. Entre 2017 et 2018, il y a donc cette période je dirais, où il y a une suppression totale du risque négligeable. Le Conseil d'État va dire est-ce qu'il s'agit d'une présomption irréfragable? Est-ce que le Civen ne peut plus renverser la présomption de causalité? Si il le peut, mais il va devoir établir la preuve que la maladie est exclusivement liée à une autre cause. Et là, alors, c'est une situation un peu particulière. Je pense que le législateur, l'État français a eu peur de l'étendue des conséquences de cette présomption de causalité dans les faits quasi irréfragables. Je dirais, je le regrette d'ailleurs, parce que je pense qu'on a effrayé le législateur sur ce point. Alors je conçois qu'il soit aussi garant des deniers publics, et donc il est important de s'assurer qu'un système d'indemnisation soit suffisamment encadré. Pour autant, alors c'est un peu caricatural, mais on a entendu voilà, la crainte, le spectre du couple qui irait en voyage de noces dans les années 90 à Papeete. L'un d'eux contracte un cancer qui est dans la liste 10 ans plus tard. Il remplirait, en théorie, les conditions par la loi. Alors moi, je n'ai jamais eu ce type de profil qui se soit présenté devant moi pour demander une indemnisation au titre d'un cancer radio-induit. Dans les faits, nous avons des personnes qui sont sur les sites pendant plusieurs mois, années, ou qui y résident, et on n'est pas du tout dans cette caricature de demande d'indemnisation. Et c'est pour finalement parer à un abus, peut-être, de droit, que le législateur a décidé de rajouter une possibilité pour le Civen de renverser la présomption de causalité s'il établit que la victime a été exposée à une dose inférieure à 1 millisievert par an, qui correspond au supérieur, pardon. Pour renverser, il doit établir qu'il a été exposé à une dose inférieure à 1 millisievert, ce qui correspond à la dose retenue dans le Code de la santé publique pour la population. Moi, je ne suis pas non plus là pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je constate ce qu'est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'en effet, pour les vétérans des essais nucléaires, il y a moins de rejets qu'auparavant. On ne pouvait pas faire moins en réalité. Donc aujourd'hui, statistiquement, mais Jean-Luc va pouvoir redonner la parole parce qu'il assiste les victimes, les malades, dans le cadre des séances du Civen. Nous avons de l'ordre de 70% de décisions favorables contre à peu près 30% de décisions de rejet. Ces décisions de rejet, lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies et donc qu'elles sont opposées au motif d'une exposition inférieure à 1 millisievert, sont systématiquement contestées devant le tribunal administratif. Et à ce jour, les tribunaux administratifs répondent plutôt favorablement, puisque... pour ma part, je fais avec ce que l'état du droit, et l'état du droit, c'est en effet établir le niveau d'exposition. Ce n'est pas à la victime d'établir son niveau d'exposition pendant ses campagnes de tir. Je rappelle qu'elle n'est pas en mesure elle-même de l'établir, mais pas davantage que le Civen, à qui il appartient de prouver que ce niveau serait inférieur à 1 millisievert. Or, nous n'avons pas de surveillance médicale individuelle suffisante, et nous n'avons donc, à mon sens, le Civen a tort, trop souvent, refuse, alors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment probants. Bon, voilà sur les cas dans lesquels on s'inscrit. En ce qui concerne le nombre de victimes indemnisées à ce jour, dans le cadre de l'association,
entre 2010 et aujourd'hui, donc ce sont environ 600 personnes qui ont fait l'objet soit d'une décision favorable du CIVEN, soit d'une condamnation à indemniser par un tribunal administratif sur injonction ou sur fixation directement de l'indemnisation par les tribunaux. Depuis 2018, les tribunaux administratifs ont condamné le CIVEN environ dans une centaine de recours à indemniser les victimes. Donc 600 dossiers d'indemnisation, dont 11 entre 2010 et 2017. Sur ces 600 dossiers, j'attire votre attention sur le fait que pour 300 dossiers, ce sont des personnes qui sont décédées. Et donc c'est souvent le conjoint, la conjointe qui accompagne, qui porte le dossier. Je voudrais juste un petit éclaircissement pour nous tous, là, ici présents. Les dossiers dont l'AVEN s'occupe, ce sont des personnels qui ont été sur site exclusivement, ou c'est aussi des personnels qui sont répartis dans toute la Polynésie française? Parce qu'on a donc auditionné l'association 193 qui, elle, s'occupe exclusivement des populations civiles hors site, le plus souvent. Donc c'était pour un petit peu éclaircir ce point. Est-ce que les dossiers que vous avez portés sont consacrés à des personnels ayant travaillé sur site? Ça, c'est important pour nous, pour le savoir, pour ce dosage du millisivert aussi, de ce seuil. Merci. Je vais répondre puisque je vais au CIVEN depuis 2015. Donc, j'ai bientôt fêté les 10 ans. Donc, j'ai vu l'évolution, évidemment. Hein. Alors, non, j'ai eu l'occasion de représenter des Polynésiens. Ça a été, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Bon, j'ai eu l'occasion. Oui, ça marche. Excuse-moi, je ne parlais pas en fait des Polynésiens ou pas Polynésiens. Je parlais de sites ou hors site. Parce que ce qui est important pour nous de savoir aussi, c'est est-ce que le fait, les dossiers refusés, les 30% dont Maître Labruni parlait, est-ce que c'était des personnes qui étaient sur site? Est-ce qu'ils, enfin, je mets ça entre guillemets, osaient refouler un dossier d'une personne qui a travaillé sur site en disant qu'elle avait été exposée à moins d'un millisivert? C'était plus le sens de ma question. Excusez, j'avais mal interprété votre question. Il y a deux catégories de dossiers. Il y a ceux qui étaient effectivement sur site, donc sur Moloa, sur Ao, sur Fangatofa. Et il y a ceux qui étaient en Polynésie. Et je suis obligé de constater que les 3/4 des dossiers qui sont refusés, ce sont des gens qui étaient en Polynésie. Parce que le CIVEN sous-estime les retombées. Là-dessus, je donne raison à Toxic. Les mesures qui ont été faites à l'époque sont un peu tronquées. Et d'ailleurs, on retrouve dans les dossiers SMSR, on retrouve certaines notes où ils disent mais on n'a pas pu prendre effectivement les mesures parce qu'il y a eu telle panne d'appareil ou parce que les appareils étaient défectueux, on n'a pas pu avoir toutes les données. Et effectivement, si on prend par exemple une personne qui était à Taravao et une autre qui était à Punaouia, s'il y a eu une retombée à Taravao et puis une retombée à Punaouia, on peut quand même supposer que c'est un ensemble de retombées entre Taravao et Punaouia. Vous voyez ce que je veux dire? Or là, ils vont prendre en compte éventuellement la retombée sur Taravao ou la retombée sur Punaouia, mais certainement pas ce qui est entre les deux. Donc oui, principalement, ce sont pour les rejets, il y a une répartition entre, et toujours la problématique quand même des essais souterrains, même pour les vétérans qui sont sur site, pour certains, oui. Et puis, alors c'est à la marge, mais on en a quand même de plus en plus. Il y a aussi le cas des familles qui se sont installées à Tahiti pour rejoindre leur époux qui travaillait sur site.
et qui étaient présents notamment pendant les tirs atmosphériques, qui sont restés plusieurs années. Les enfants ont fait leur scolarité sur l'île de Tahiti et où on a beaucoup de difficultés pour obtenir la reconnaissance des conséquences sur cette fois. Alors, c'est pas transgénérationnel, hein, c'est vraiment du fait d'avoir résidé pendant quelques années sur Tahiti, mais pas sur site d'expérimentation. Donc voilà les cas, les principaux. Et puis il y a le cas en effet des militaires à appeler qui étaient sur Tahiti et qui ont parfois, mais ça c'est une autre problématique, des difficultés à établir du fait de leur affectation qu'ils étaient amenés à aller sur les zones du fait je dirais, d'un très mauvais suivi administratif de leur déplacement pendant leur affectation. Donc on a sur ces 30%, on a des cas assez différents de motifs de rejet. Donc pour ces dossiers de familles qui étaient hors site, on va dire, ou personnels hein, qui étaient hors site, bon, on a bien compris que leur déplacement ponctuel sur site est difficile à prouver. C'est ce que vous dites, maître? Alors, c'est pas pour les familles. Hein. Les familles se déplaçaient jamais sur site, mais ce sont les militaires ou appelés qui sont affectés à tel contingent dont la base est à Papeete ou à Faa, et qui sont amenés dans le cadre de leur métier à se déplacer sur Hao ou Mroa, et qui n'ont pas en réalité les documents pour justifier qu'ils ont été à ces moments-là et pourquoi. C'est-à-dire que sur les documents qui sont transmis, qui sont assez brefs, hein, on a les états signalétiques des services, le livret individuel militaire, il n'y a aucune précision sur ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils sont allés au cours de l'année ou des 2 ans d'affectation. Merci. Alors, on va reprendre. Il y a Monsieur Gonzalez qui souhaitait poser une question, député des Bouches-du-Rhône. Et ensuite. Madame le rapporteur, mesdames, pardon, monsieur. Oui, je voulais poser des questions, mais j'ai déjà eu les réponses, donc je vous remercie. Simplement préciser en ce qui concerne pour les archives, les dossiers médicaux, les radios biologiques, est-ce qu'ils sont, quand il y en a eu, est-ce qu'ils sont accessibles à toutes les personnes concernées, tous les militaires qui travaillent, facilement accessibles, d'une part. D'autre part, on avait parlé de l'État. Est-ce que l'État savait? Je pense que oui. En même temps, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des essais entre guillemets à Nagasaki et Hiroshima. On devait bien se douter qu'il y aurait des problèmes à ce niveau. La question la plus précise, c'est est-ce que la liste des 23 pathologies reconnues maintenant, est-ce qu'elle est suffisante et pragmatique actuellement? Est-ce qu'il ne faudrait pas la revoir avec des médecins et les personnes concernées? Ça, c'est la question la plus précise, à laquelle je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Je vous remercie. Pardon. Il m'empêche que pas. Au niveau de la liste des maladies, il y a une liste qui a été établie en 1986 par l'ONU, qu'on appelle la liste UNSCAR. Alors, c'est une série d'études pour une série de maladies où l'ONU, enfin l'UNSCAR, informe qu'il peut y avoir des risques radio-induits. Il est bien évident, comme disait Maître Labruni tout à l'heure, qu'on ne peut pas établir directement une relation entre un cancer radio-induit ou un cancer du fumeur. Mais cette liste a été faite en 1986. Les États-Unis se sont appuyés sur cette liste pour indemniser leurs vétérans. Alors bon, les vétérans indemnisés aux États-Unis, ce sont vraiment ceux qui étaient sur le feu et ils ne se préoccupent pas des autres, et uniquement les militaires. Ensuite, cette liste a été complétée sur un rapport toujours de l'UNSCAR en 2002, puis en 2006, et la prochaine mouture, ce sera 2025. Donc les maladies que nous réclamons, nous, au niveau de la veine, ce sont des maladies qui figurent depuis 1986 et qui ne sont pas dans la liste française. De mémoire, monsieur le député, monsieur le président, de mémoire, 35, on est à 23, donc il doit y avoir une 10-12 maladies qui manquent.
Alors plus précisément sur des cas qui me sont soumis. Alors je pourrais stratégiquement déposer des demandes pour des personnes qui sont atteintes de maladies qui ne sont pas dans la liste pour permettre de les recenser. Bon, je ne vous cache pas que ça prend aussi du temps et que c'est aussi difficile pour les personnes. Quand on est vraiment l'aspect pragmatique, c'est toujours difficile pour les personnes de recevoir une décision de rejet, quand bien même elle serait justifiée parce qu'elles sont atteintes d'une maladie qui n'est pas dans la liste. Donc il y a aussi un effet comme ça. Mais il y a en effet, et je n'en ai que je pense qu'une partie de personnes qui sont atteintes de cancer du pancréas, de cancer du pharynx ou de cancer de la prostate. J'insiste sur le fait que ce sont, voilà, dans le domaine épidémiologique, on se préoccupe peu généralement de faire des... Enfin, c'est parce que ça a un coût aussi, des études organe par organe et par type d'exposition. Ce qui explique aussi qu'on pêche sur certaines études sur des organes particuliers. En tout état de cause, il y a deux pathologies dans lesquelles je formule des demandes parce qu'elles sont dans la liste. Ce sont c'est le cancer de la thyroïde et la leucémie. En ce qui concerne le cancer de la thyroïde, la limitation liée à l'exposition en période de croissance, à mon sens, médicalement et scientifiquement, n'a pas réellement de sens. En tous les cas, elle n'est pas comprise par les médecins experts qui sont ce qui pourrait être saisi. Et puis surtout que les personnes appelées, arrivées, du contingent, la période de croissance par le CIVEN est comprise comme étant avant 18 ans. On est sur des personnes qui ont entre 19 et 21 ans. Et à nouveau, cette limitation n'est pas comprise, même s'il est établi que la thyroïde est particulièrement sensible à la période de croissance, mais ce qui n'exclut pas qu'elle ne le soit pas au-delà de la période de croissance. L'autre limite concerne les leucémies. La liste des maladies radio-induites mentionne les leucémies, sauf les leucémies lymphoïdes. À nouveau, deux choses. Alors déjà, l'expérience, lorsque le CIVEN émet une décision favorable au titre d'une maladie, d'une leucémie myéloïde, il arrive dans certains cas que le malade ait les deux, une leucémie myéloïde et une leucémie lymphoïde. Le CIVEN donne son accord sur la leucémie myéloïde et souvent le médecin expert ne comprend pas pourquoi il a été fait une différence entre ces deux types de leucémie. Je dirais à juste titre, en titre de comparaison pour le tableau numéro 6 des maladies professionnelles relatives aux affections provoquées par les rayonnements ionisants, donc mis en place en 1931, avec d'ailleurs la première des pathologies étant la leucémie, les leucémies. Nous avons dans le tableau numéro 6 la notion de leucémie au pluriel, sans exclusion d'un type de leucémie. Donc là, ce sont les deux pathologies qui, à mon sens, et du fait que pour des personnes que je représente actuellement, nécessiteraient une levée de ces limitations au-delà des autres pathologies qui ont été évoquées. Merci. Raquel Garrido, députée de Seine-Saint-Denis, a une question. Merci, Président. Merci, Mesdames, Monsieur, de tous ces précieux témoignages et données vraiment impressionnantes que vous nous apportez. Moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que dans la mesure où les données sont parfois lacunaires sur la situation médicale des personnes exposées à l'époque, dans la mesure où le cadre général de la notion d'indemnisation repose sur une causalité présumée, puisqu'on admet qu'elle ne puisse pas être démontrée au cas par cas. Sur quelles données, en fait, s'appuie le CIVEN pour apporter des données contraires dans le cadre de ce débat sur le caractère irréfragable ou non de la causalité? Parce que, puisque les données sont lacunaires, puisqu'on a des dossiers médicaux qui sont inexistants s'agissant de l'exposition à la radioactivité, comment peuvent-ils, eux, démontrer une exposition inférieure à 1 millisievert au cas par cas? Et deuxième question, pardonnez-moi aussi mon ignorance, là vraiment peut-être que d'autres collègues le savent, mais moi je ne le sais pas. D'où vient cette référence de 1 millisievert? Quel est son fondement
en termes de doctrine médicale et est-ce que ça fait partie aussi des enjeux de modifier ce point de référence-là du millisievert? Et dernière question, par rapport aux enjeux transgénérationnels, c'est-à-dire l'effet de modification génétique en fait apporté par la radioactivité, les personnes que nous avons auditionnées de l'association 193 nous ont parlé de ça, notamment les femmes polynésiennes qui ont accouché après avoir été exposées rapidement après les tirs avec des bébés avec des déformations, des hauts niveaux de mortalité, etc. Et cette idée que une fois qu'il y a la modification, ben ça peut se transmettre et même ça pourrait réapparaître à des générations ultérieures. Bon, par cette notion-là de transmission transgénérationnelle, de modification génétique induite par la radioactivité, est-ce que c'est des notions sur lesquelles vous aussi, vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a des dossiers dans ce sens? Ou est-ce que vous prévoyez que c'est quelque chose qui, dans le temps, pourrait apparaître comme étant un des sujets sur lesquels doit se pencher, par exemple, notamment cette commission, et puis, le cas échéant, le législateur? Merci. Alors d'abord, au niveau du fonctionnement du CIVEN, je dois dire que le CIVEN applique la loi. Il ne va pas chercher ailleurs, il applique la loi. Sur comment ils vont indemniser, en fait, c'est quand je représente un dossier, c'est moi qui vais leur démontrer qu'ils ne peuvent pas, enfin, que le bénéfice du doute bénéficie à la personne. Alors, je vais prendre un exemple, le dernier dossier que j'ai en tête. C'est une personne qui était mécanicien aéronautique sur le porte-avions Clemenceau. Donc, on peut considérer que le porte-avions Clemenceau, à l'époque, il y avait une dosimétrie d'ambiance, puisqu'il y avait l'amiral, donc automatiquement, il y a une dosimétrie d'ambiance. On est en dessous du 1 millisievert. La piste d'aviation n'a jamais été touchée par une retombée. Les avions qui passaient, non, je suis sérieux, monsieur le député, les avions qui passaient dans les nuages étaient décontaminés à haut, donc tous les aéronefs qui revenaient sur le porte-avions étaient décontaminés, donc le mécanicien aéronautique ne risquait rien. Sauf que j'ai démontré au CIVEN que pour réellement décontaminer les aéronefs, il aurait fallu les désosser complètement. Donc, on n'était pas à l'abri qu'il y ait des points de contamination sur les palonniers, sur les moteurs, ceci, et la personne a été indemnisée. Voilà comment, j'allais dire, je m'y prends. Mais en fait, c'est ça. Bon. Et malgré que la personne, d'ailleurs, avait subi un contrôle anthropométrique. Voilà, donc le CIVEN, lui, il applique la loi. Si on lui démontre, c'est d'où l'importance, d'ailleurs, que ce soit un vétéran ou une personne qui connaisse bien les usages militaires ou qui connaisse bien les rouages et les différents métiers de la marine ou de l'armée de terre d'ailleurs, pour démontrer que sinon le CIVEN, il y a des scientifiques, il y a un magistrat, je ne rejette pas la pierre, mais ils sont comme beaucoup d'entre vous autour de cette assemblée, un peu ignorants de ce qui se passait réellement. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question concernant le CIVEN. Au niveau des études transgénérationnelles, ben oui, ça nous préoccupe. Il est bien évident que ça nous préoccupe, et puis on aimerait bien qu'il y ait réellement une étude, parce que dès la première enquête faite par le docteur Valax en 2002, on a commencé à détecter un taux de fausse couche anormal par rapport à l'ensemble de la population française. Je sais qu'il avait détecté un taux de mortalité infantile 2% supérieur à l'ensemble de la moyenne des Français. Donc effectivement, ça nous perturbe. Maintenant, il y a tellement d'études, il y a des études qui ont été faites qui sont totalement contradictoires. J'ai reçu une étude qui a été faite par l'université Brunel à Londres, là, qui est sortie en janvier 2024, qui conclut que ben non, il n'y a aucun problème. Donc je crois qu'il faut continuer. Christian Sueur avait jeté un alerte avec une simple enquête qui a été énormément décriée, mais sur laquelle je pense qu'on mériterait de faire une enquête réelle sur les enfants en Polynésie, avec peut-être un comparatif sur les enfants de vétérans métropolitains.
Oui, il y a eu une enquête d'hypothèse, elle est négative aussi. Elle est négative également. Il y a eu une enquête aussi sur Tchernobyl. Il y a eu une enquête sur Tchernobyl. Alors en fait, on s'est aperçu que cette enquête sur Tchernobyl, la 3e génération, ça s'arrêtait, mais la plupart du temps, c'était des personnes qui étaient déjà enceintes au moment des retombées de Tchernobyl. Donc on ne peut réellement pas s'appuyer sur... voilà. Mais est-ce que vous avez au sein de votre association des témoignages de vétérans, si je vous pose la question, je connais la réponse, de vétérans qui ont des petits-enfants qui sont atteints de maladies, on demande pourquoi, etc. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Oui, Monsieur le Président, on a pas mal de témoignages là-dessus, mais on a lancé une enquête, mes successeurs à la veine ont lancé une enquête mais on a du mal à récupérer les données. Alors, pour 2 raisons principales. Un père de famille a du mal à dire à ses enfants est-ce que ta maladie ne viendrait pas par ma faute? Ensuite, les enfants qui s'en foutent un petit peu, ou les petits-enfants qui s'en foutent un petit peu, hein, du genre, bon, oui, je suis malade, bon, ça ne vient pas de là. Voilà. Donc on a énormément de mal quand même à réunir. Et j'aimerais bien avoir résultat d'enquête, mais portant sur un échantillon au moins d'une cohorte d'un millier de personnes, de façon à pouvoir faire un comparatif avec l'INSEE et effectivement voir s'il y a quelque chose à gratter là-dessus. Un petit peu ce qu'avait fait le docteur Valax au début des années 2000. Ça me fait penser à une autre question. Lorsqu'on a rencontré l'association 193, ils ont notamment évoqué la difficulté de communiquer vers les populations. Vous, vers les vétérans, est-ce qu'à un moment, il y a eu une communication officielle de l'état-major de la marine ou des armées pour dire, ben voilà, vous avez été exposé à un moment ou à un autre, vous êtes potentiellement, etc. Est-ce qu'il y a une information, je ne sais pas sous quelle forme, qui circule, qui a circulé à un moment? Une information officielle, non. Nous, ce qu'on a pu faire à la veine, c'est avec nos vétérans, puisqu'à chaque fois qu'on avait des réunions, on avait des témoignages par rapport à leurs enfants, par rapport aux malformations à la naissance, par rapport à des maladies qu'ils ont contractées. On s'est rendu compte que plusieurs vétérans avaient des enfants atteints des mêmes maladies. On a envoyé un questionnaire. On demande à chaque fois que ce questionnaire soit envoyé, mais ce sont les enfants qui doivent le remplir. Pour l'instant, on en a environ 350. Il y a eu un récapitulatif qui a été fait. Je dois dire quand même que ça m'a quand même impressionné de voir toutes ces maladies. Hein, on y pense, bien sûr, on ne sait pas si ça vient de là, mais ça quand même, ça interroge. Et c'est vrai que cette étude transgénérationnelle serait la bienvenue. Serait la bienvenue. On est prêt, nous, déjà à donner ce qu'on a, avec comme on a pu. Mais c'est important quand même. Et les témoignages, on en a beaucoup. Parce que vous rappelez que vous n'avez aucun permanent dans l'association, si? On a une secrétaire, hein, on a une secrétaire, c'est tout. Mais bon, là, les questionnaires sont faits par des bénévoles. On fait c'est pas vraiment une enquête, hein, c'est juste un petit peu pour répertorier tous ces témoignages justement qu'on a reçus. Mais on demande à ce que ce soit que les enfants qui l'envoient directement. Oui, on a des retours. Quand même. Oui, quelques retours, mais pas suffisamment. Pas suffisamment pour réellement construire quelque chose de solide. Si on a 150 réponses, c'est le bout du monde. Donc, on n'a pas assez. Nous sommes une association des plus sérieuses, des plus pragmatiques. Donc, on veut avoir le maximum d'atouts en main de façon à pouvoir agir. Je n'ai pas répondu à Madame la députée, je vous prie de m'en excuser, sur le 1 millisievert. Au début, quand le CIVEN a été monté, a été présidé par Mme Baudin, tout était rejeté. Donc, effectivement, comme a dit Maître Labrouille tout à l'heure, il y avait un dossier sur 1000 d'accepté. Bon, ça a été dénoncé. Ensuite, en 2013, on a réussi à obtenir effectivement une commission d'enquête sur l'application de la loi. Là, ça a permis d'introduire un médecin au niveau du CIVEN et ma petite personne qui est venue au niveau du CIVEN. Et à l'époque, le CIVEN avait mis en place, outre le rejet sur le risque négligeable, ils avaient mis en place un seuil qui était égal à 1% au-dessus de la radioactivité ambiante. Bon.
Ça ne voulait pas dire grand-chose, mais si ce n'est que, bon, si la radioactivité ambiante était en Polynésie de 2 millisieverts, s'il y avait 1% au-dessus, on considérait que la personne avait pu être contaminée. Avec le professeur Béard, puisqu'on étions tous les deux larrons au sein du CIVEN, avec le professeur Béard, qui lui est une sommité en matière scientifique, m'a dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Il avait fait un calcul, il dit si on s'aligne sur la sécurité civile, là c'est plus 1%, c'est 1 pour 1000. Donc, en commission de suivi, on avait négocié avec la ministre de l'époque, en l'occurrence Marisol Touraine, et on avait négocié pour obtenir le 1 pour 1000. Et Marisol Touraine nous a accordé le 3 pour 1000. On était déjà sortis un peu contents parce qu'au moins on descendait à un seuil. Et parce qu'on s'était aperçu avec Béard que si on descendait à 1 pour 1000, on allait avoir 70 à 80% des dossiers qui passeraient au lieu de 1%. C'est le calcul de bas. Et donc on est parti là-dessus. Il fallait changer de la loi. Donc on a eu la loi EROM qui a entraîné le reste. Mais pour en avoir fait partie, pour en avoir été interrogé lors de la commission EROM, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas quelle barrière mettre. Et il y avait cette psychologie de se dire, oulala, je me rappelle, il y avait eu le syndrome Johnny Hallyday. C'est-à-dire que Johnny Hallyday étant venu chanter en 70-72 en Polynésie, il était atteint d'un cancer, oulala, pourvu qu'il ne fasse pas une demande d'indemnisation. Et y compris les touristes, les pêcheurs coréens, et ainsi de suite. Surtout qu'il y avait à l'époque été ressorti l'histoire des pêcheurs coréens qui avaient été touchés par les États-Unis à Bikini. Donc il fallait trouver quelque chose. Et le CIVEN, à ce moment-là, nous a suivis sur ce 1 pour 1000 et a dit on s'aligne sur la sécurité civile 1 millisievert. Voilà l'histoire du millisievert. C'est-à-dire que si vous faites une radio, vous allez dans un centre radiologique, parce que vous vous êtes cassé le bras, je ne vous le souhaite pas, mais on ne sait jamais, ça peut arriver, vous êtes cassé le bras, vous allez faire une radio. Il y a une fuite dans le centre radio. Et il y a un taux la fuite va être égale à 1 millisievert an. Le centre radio va immédiatement fermer, la sécurité civile va venir pour décontaminer, et tout le personnel présent, et tous les gens, et tous les patients, suivront des examens de santé pour contrôler qu'ils n'ont pas été contaminés. Voilà l'histoire du 1 millisievert. Maintenant, est-il judicieux ou pas? Je ne suis pas suffisamment féru en tant que scientifique pour pouvoir vous répondre. Merci. J'ai une question pour Madame Labruni notamment, puisque tout à l'heure, lorsqu'on évoquait la difficulté de recourir au CIVEN, moi je fais le parallèle avec l'amiante. Vous savez pourquoi la VEN, la DEVA, le CIVEN, le FIVA, on est souvent en relation avec eux, vous et moi, et pour l'amiante, la Marine nationale, les ressortissants, les vétérans peuvent bénéficier d'un suivi post-professionnel. Il fonctionne plus ou moins, mais quand même. On a rappelé d'ailleurs encore récemment à l'état-major qui doit renforcer ce suivi post-professionnel, mais chaque vétéran qui a été exposé à l'amiante au cours de sa carrière doit bénéficier d'un suivi post-professionnel, ce qui n'existe pas pour ceux qui ont été exposés aux victimes nucléaires. Donc on peut faire... Enfin, pas de la même façon. Et la même façon pour le FIVA. Le FIVA, aujourd'hui, en est à envoyer des courriers à lutter contre le non-recours. C'est-à-dire dire aux personnes qui potentiellement ont été exposées à l'amiante, vous pouvez bénéficier d'eux. Donc ils en sont allés chercher quelque part, donc tout le contraire du CIVEN. Je fais le parallèle. Vous qui connaissez bien les deux, parce que votre cabinet s'occupe des deux, est-ce que vous pouvez nous dire quel parallèle vous faites entre eux et est-ce que demain le modèle du FIVA et donc du modèle d'indemnisation des victimes de l'amiante pourrait s'appliquer à celui des essais nucléaires? Vous ouvrez la porte pour moi à un sujet qui me touche particulièrement, qui est celui de
de l'absence d'indemnisation des veuves, des enfants et des petits-enfants, puisque là, le parallélisme de forme s'applique parfaitement. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, alors la différence majeure réside dans le nombre de victimes par rapport aux victimes des essais nucléaires. Le scandale de l'amiante, c'est le scandale sanitaire du XXe siècle qui se poursuit au cours du siècle présent et qui a nécessité une réponse malheureusement tardive mais efficace de la part de l'État français par la mise en place de ce système d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale. Et c'est vrai que la loi qui a mis en place le FIVA a inspiré et aurait dû inspirer davantage le législateur, en tous les cas le ministre de la Défense qui s'était ressaisi du sujet dans son ampleur, puisque lorsque le FIVA a été mis en place, il a été décidé d'indemniser intégralement les préjudices de la victime directe et des victimes dites indirectes, qu'on appelle aussi dans notre jargon victimes par ricochet. Ces victimes, par ricochet, qui sont aussi intégralement indemnisées de leurs préjudices, sont d'ailleurs vues de manière non restrictive comme étant toute personne ayant un lien, pouvant établir un lien affectif avec la victime décédée, que ce soit le conjoint, concubin, les enfants, les petits-enfants, frères, sœurs et ascendants, parents. Le parallélisme de forme, il est simple sur ces questions, puisque j'ai déjà donné cet exemple, puisque d'une personne qui est atteinte d'un cancer du poumon. Le cancer du poumon, donc cancer multifactoriel, est également établi comme étant des conséquences de l'inhalation de poussière d'amiante et d'une exposition au rayonnement ionisant. Et donc une personne qui décède des suites d'un cancer bronchopulmonaire et qui a été exposée à l'amiante, sa famille, son épouse, ses enfants vont pouvoir formuler une demande auprès du FIVA. Si le FIVA estime que la demande est recevable, il va proposer une indemnisation au titre des préjudices subis de son vivant par le malade et également va proposer une indemnisation des préjudices subis par l'épouse, les enfants, les petits-enfants. Dans ces préjudices, il va admettre le préjudice moral et le préjudice d'accompagnement. Et le cas échéant, il va calculer, mesurer le préjudice économique pour le conjoint, voire les enfants à charge. Dans l'autre cas qui est une personne décède d'un cancer bronchopulmonaire et a été exposée au rayonnement ionisant dans le cadre des campagnes d'essais nucléaires, son épouse va, puisque dans le FIVA, il n'y a qu'un seul représentant, souvent le conjoint, va déposer une demande d'indemnisation. Si le FIVA estime que la demande est recevable, dans ce cas d'ailleurs, il va ordonner une expertise, mais la mission d'expertise sur le format de la nomenclature d'un TIAC va être limitée au préjudice subi de son vivant par le défunt et s'arrêter donc à cette question. Le préjudice subi par l'épouse qui a accompagné son conjoint en fin de vie, qui se retrouve seule face aux affres du deuil et aussi à des tourments non seulement familiaux quand elle a des enfants mineurs, mais également économiques, tout cela n'est pas examiné. Et Civenne, vous voyez les confusions. Ma personne est divisée entre deux contentieux qui me préoccupent de manière égale, mais parce que ce sont des questions qui sont intuitivement parfaitement compréhensibles de tous. Il n'y a pas de raison, à partir du moment où on reconnaît qu'une personne a contracté une maladie en raison de son exposition au rayonnement ionisant, qu'on ne reconnaisse pas également l'impact que ça a eu sur la structure familiale. Et là, c'est vrai que ces sujets arrivent, à mon sens, bien tardivement par rapport à l'adoption du texte en 2010, mais il faut avoir conscience du fait qu'en 2010, il y avait déjà une réponse. Une réponse incomplète, certes, mais il y avait une réponse. On a bien vu qu'il manquait quelque chose, mais on a vu également qu'on aurait des difficultés déjà à obtenir l'indemnisation des victimes directes. Donc le combat principal, il était déjà d'obtenir la reconnaissance et l'indemnisation pour ces malades, pour ces gens décédés. Aujourd'hui, il y a une meilleure reconnaissance
encore incomplète, mais les quelques années qui nous ont séparés du début des expertises, parce que c'est important, avant une indemnisation, il y a toujours un rendez-vous d'expertise. Ces rendez-vous d'expertise, ils me permettent aussi de témoigner pour les personnes que j'ai accompagnées, pour celle qui explique qu'après le décès de son époux, elle n'a plus été en capacité d'assumer les charges du foyer, qu'elle a dû vendre la maison dans laquelle elle avait vécu avec son époux. Celle qui a tenu pendant toute la période de la maladie, qui a dû arrêter de travailler, puis qui s'effondre au décès, qui tente de mettre fin à ses jours. Celle qui se retrouve à 45 ans sans emploi avec 3 enfants mineurs, qui doit trouver un emploi. Le fils aîné qui doit renoncer à ses études parce qu'il faut aider la fratrie, parce qu'il y a encore 2-3 enfants mineurs à charge de sa mère. Le fils qui refuse au décès de son père de s'alimenter parce qu'il est convaincu qu'il a la même maladie que son père. Tout cela, il faut entendre ces paroles. Il n'y a pas de raison de ne pas entendre et reconnaître et indemniser ces préjudices-là. Donc je pense qu'il y a en effet une urgence. Alors je pense que pour certains, vous devez avoir connaissance du fait que le ministre des Armées a été interrogé sur ce point par différents députés et sénateurs, qu'il a répondu, à mon sens, relativement froidement sur le fait que, certes, le système d'indemnisation ne permettait pas à ce jour ne permettait pas d'indemniser les victimes dites par ricochet, donc les proches, mais que rien ne les empêchait d'engager une procédure sur le fondement des règles de droit commun, une procédure en responsabilité de l'État, mais encore faudra-t-il qu'ils établissent le lien direct et certain entre la maladie qui a entraîné le décès et l'exposition au rayonnement ionisant, outre le fait d'établir la responsabilité de l'État. Donc le ministère des Armées renvoie celles et ceux qui se sont battus déjà pendant parfois 10 ans, 15 ans, pour obtenir la reconnaissance du statut de victime pour les défunts, leur renvoie aux mêmes affres qu'auparavant, c'est-à-dire qu'avant 2010, c'est exactement ce qu'on nous opposait. Il faut que vous rapportiez la preuve du lien direct et certain entre la maladie et l'exposition, on l'a déjà dit. Ce lien direct et certain, s'il n'est pas impossible, il est extrêmement compliqué à rapporter. Il y a une incompréhension pour les proches de dire « mais je ne comprends pas, on a reconnu que mon époux, mon père, était décédé d'une maladie qui était en lien avec son exposition, on a indemnisé ses préjudices, et moi on me demande de rapporter la preuve du lien direct et certain entre la maladie et l'exposition. » Et j'ajouterai un dernier point, ces contentieux, on les a engagés. Ça fait 2 ans, 2-3 ans que les requêtes ont été déposées. Les premières juridictions ont statué, elles n'ont pas regardé le fond. Elles ont dit vous êtes prescrit. En droit public, en droit administratif, vous avez 4 ans pour engager un recours en responsabilité. Le point de départ, alors le ministère des Armées disait c'est le décès. Il y a des personnes qui sont décédées en 1980, 1990, 2005. Pour le tribunal, c'est la date à laquelle le conjoint, souvent la veuve, a fait une demande auprès du CIVEN. Demande qui s'était vue opposer à un rejet. C'est-à-dire que madame, qui déjà se battait pour obtenir la reconnaissance des droits de son époux, aurait dû également penser à ses propres droits et engager la responsabilité de l'État et établir le lien direct et certain entre la maladie de son époux et son décès. Vous vous rendez compte qu'on est quand même... Je rentre dans des problématiques complexes qui ne devraient pas l'être, parce que je parle de personnes qui avancent en âge et j'ai malheureusement déjà des conjoints qui n'ont pas connu l'issue favorable de leur contentieux. Donc j'en appelle en effet à une réaction assez radicale et rapide pour permettre de solder une situation qui n'aurait même pas dû avoir lieu d'être. Voilà la comparaison que je pouvais faire entre le FIVA et le CIVEN. Voilà, et je vous ai réveillé. Non, mais je vais laisser la parole. Mais quand vous dites que effectivement l'amiante c'est des millions de personnes ou des centaines de milliers de personnes que et la veine très peu, j'ai envie de dire qui peut le plus peut le moins. Bastien Lachaud, puis Raquel Raquido. Bon, je vais rajouter un truc sur le suivi médical. Merci beaucoup. Je vais rebondir là-dessus, donc vous allez pouvoir compléter. Le FIVA, les petits-enfants, s'ils sont nés avant la mort de la personne concernée, peuvent saisir. Donc, le FIVA, si, c'est dans le... Je viens de revérifier. Les petits-enfants, s'ils sont nés avant la mort de la... Il faut qu'ils soient nés...
C'est fait. Non, en droit commun, enfin, même devant le FIVA, on ne peut pas saisir l'enfant conçu on peut faire une demande au nom de l'enfant conçu juste avant la mort, mais pour les petits enfants, ils doivent être nés avant le décès. Ah, excusez-moi, c'est moi qui commence à perdre mes moyens. Voilà, donc c'est avant. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Voilà, on est d'accord. Donc les petits-enfants, tant qu'ils sont nés avant le décès de la personne concernée. Est-ce que vous avez estimé, pour le cas des essais, combien de personnes cela ferait si on faisait un parallélisme des formes? Et deuxième question, vu que j'ai bien compris qu'il y avait un enjeu sur la complexité des choses, on a vu comment vous avez dû décrire la décontamination d'un avion. Est-ce qu'il y aurait un inconvénient à mettre une automaticité de la présomption de lien au service plutôt que de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce serait plutôt à l'État de démontrer qu'il n'y a pas de lien plutôt qu'à la personne de démontrer qu'il y a un lien. Est-ce qu'il y aurait un risque d'abus majeur que vous verriez si la loi était inversée la responsabilité de la charge et la question du nombre? Je ne sais pas si je suis clair. Mais... Alors sur le deuxième point, je ne suis pas totalement sûre, mais la charge de la preuve est déjà du côté du CIVEN et de l'État. Hein. Oui, mais voilà, mais il faut quand même, voilà, il y a une sorte de renvoi, d'effet rebond. Mais la présomption, elle est bien du côté des victimes. C'est sur l'effet rebond. Et puis sur le nombre. On va couper la parole. Quand on a négocié la loi avec Morin Tatou et M. Morin, à l'époque c'est son chef de cabinet, M. Baudet, quand on a négocié la loi, on est parti justement sur cette présomption de causalité. Voilà. Bon. Maintenant que le CIVEN, qu'il faille face au CIVEN un témoignage réel des personnes, pourquoi la personne aurait pu être contaminée, c'est ni plus ni moins que les aider à prendre leurs décisions et leur prouver qu'ils ne peuvent pas inverser la charge de la preuve. Ouais, c'est pas autre chose. C'est une petite subtilité. Ça n'a rien à voir avec le juridique. C'est simplement du témoignage quelque part. Voilà. Je vais rajouter un tout petit truc sur le suivi médical. Nous avons obtenu de la part de Madame Touraine, confirmé par Madame Buzyn et affirmé par Monsieur Véran, que les vétérans des essais nucléaires avaient droit au suivi médical de la sécurité sociale pour le personnel exposé aux produits cancérigènes et autres. La seule difficulté que nous rencontrons, c'est que les caisses de sécurité sociale, les CPAM, y sont extrêmement réticentes. Alors on sait que par exemple, par expérience, quelqu'un qui va demander un suivi médical à son généraliste, il dit voilà, on a fait une lettre type signée par le professeur Solari, on fait une lettre type pour dire au généraliste cette personne a fait les essais nucléaires, elle a droit à l'article temps de la sécurité sociale pour le suivi médical, donc le médecin va suivre, et si on est dans le Morbihan, on va avoir le suivi médical, si on est dans le Finistère, on ne l'aura pas. Si on est dans le Lot-et-Garonne, on va avoir le suivi médical, si on est en Dordogne, on ne l'aura pas. Voilà. Là, je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose à articuler au niveau du ministère de la Santé. Bon, à l'époque, le directeur de la Santé avait dit qu'il allait faire une note, mais je ne sais pas si la note est bien passée. Voilà. Ensuite, au niveau du CIVEN, je vais revenir sur un point. Il sous-estime totalement et complètement, les retombées sur la Polynésie, et 2, la pollution du lagon. Totalement. Et c'est un gros handicap pour les essais souterrains, pour le personnel militaire qui a participé aux essais souterrains. Alors, je vais essayer d'être le plus court possible. Quand il y a eu les essais aériens, ils ont été faits à divers points du lagon, et le souffle a fait un effet de balayage. Ce qui fait que toutes les matières lourdes qui sont retombées dans le lagon ont été balayées vers le centre du lagon.
Ce qui n'a pas empêché, évidemment, d'avoir une réaction pendant 3 semaines, un mois, avec des taches radioactives qui se promenaient dans le lagon. Mais tout s'est centralisé au centre du lagon. Quand il y a eu les essais souterrains, ça a fait une forme de tsunami, de tremblement de terre, qui a soulevé tous ces déchets et qui les a répandus sur l'ensemble des plages. C'est ainsi qu'on a pas mal de légionnaires qui ont été contaminés uniquement en ramassant les laisses de mer. Bon. Voilà. Et ça, le CIVEN le sous-estime. Voilà, ça fait partie des choses qui sont très très difficiles, l'inversion de la preuve, parce que pour eux, ben, ma foi, il y a pas, pendant les essais souterrains, bon, Madame Untel s'est baignée, ben oui, ben, elle n'était pas exposée, elle s'est baignée, elle n'est pas exposée. Or, on sait parfaitement que les eaux étaient plus que polluées, et elles le sont encore d'ailleurs. Voilà, c'était un petit aparté sur les défauts du CIVEN. Bien. Alors, Madame Garrido, pardon. Après, Madame la rapporteure. Ah, pardon, Maître, vous Juste pour rajoutez des répondre éléments. sur le nombre, parce que je sais justement à nouveau que ça a une importance. Alors, pour la petite anecdote sur cette problématique est intervenue aussi dans les débats en 2009 et 2010, savoir combien de personnes allaient devoir être indemnisées, puisqu'on parlait à l'époque de 110 000 appelés militaires, personnel civil, bon, peut-être finalement un peu moins importante, peut-être de l'ordre de 90 000, plus de la population civile. Finalement, on constate aujourd'hui que donc on a 14 ans d'exercice de la loi, bon, pas plein, mais en tout cas, ça n'a pas impacté par rapport aux demandes. Aujourd'hui, en février, j'avais vu on était au 2700e demande. Donc aujourd'hui, on doit être entre 2700 et 2800. Qui dit demande ne dit pas décision favorable et indemnisation. Alors, on n'est pas exclusivement ceux qui déposent des demandes, mais je voulais indiquer que à ce jour, nous avions obtenu un peu moins de 600 décisions favorables ou jugements favorables, pour certains qui ne sont pas encore définitifs, d'indemnisation. Et que sur ces 600 dossiers, cela concernait 300 familles de victimes décédées. On ne peut fonctionner que par moyenne. Je pourrais faire un calcul plus précis du nombre d'ayants droit, mais si vous partez sur une moyenne de 2 enfants par famille, avec 3, on va multiplier avec 4 petits-enfants, sachant que vous avez parfois des conjoints qui sont seuls et sans enfants. Bon. Donc, je vous laisse faire le calcul. On n'est quand même pas non plus sur une dépense si phénoménale qu'elle devrait priver de cette reconnaissance, et à nouveau j'insiste, de leur vivant, les conjoints qui ont été présents et qui vivent encore le deuil. Oui, donc là, Maître, vous parlez des dossiers déposés par l'AVEN ou tous ceux qui ont été déposés au CIVEN? Entre 2700 et 2800 dossiers enregistrés au CIVEN. Puisqu'ils sont un numéro, donc en février, j'avais un dossier enregistré sous le numéro 2702. Donc j'extrapole en disant qu'on doit se rapprocher des 2800, mais le président du CIVEN sera bien plus précis que moi. Madame Garrido. Très très rapidement, parce que bon, puisqu'on va faire des préconisations, autant vraiment balayer toutes les possibilités. Je voudrais juste savoir si, oui ou non, il y a des enjeux par rapport à la nomenclature d'un TIAC, et s'il y a éventuellement des postes de préjudice pour les personnes exposées, et le cas échéant éventuellement pour les ayants droit, mais déjà même pour les personnes exposées, est-ce qu'il y a des postes de préjudice qui vous paraissent ressortir de cette situation très spécifique ou pas? Ou est-ce qu'on est bien sur... Est-ce que la nomenclature d'un TIAC couvre bien toute la réalité du préjudice, dans la mesure où après on reste dans la logique de réparation intégrale conformément au Code civil, enfin à la loi française? Il n'y a pas de difficulté. En effet, la nomenclature d'un TIAC est parfaitement appliquée par le CIVEN, voire même il a une spécificité par rapport à d'autres systèmes d'indemnisation que de reconnaître, d'avoir mis en place un préjudice lié
aux troubles dans les conditions d'existence qui majorent les souffrances endurées avant une période dite de consolidation, c'est-à-dire pour la guérison, la rémission. Et bon, pour les personnes décédées, on reste sur cette période de préjudice temporaire. Et puis après, dite consolidation, donc rémission, guérison, il y a un autre préjudice particulier que le préjudice permanent exceptionnel. Donc après, je dirais, j'ai toujours quelques critiques vis-à-vis du barème d'indemnisation, mais qui est inspiré aussi beaucoup des indemnisations de l'ordre juridictionnel administratif, qui, comme on le sait, est malheureusement bien moins bienveillant, et je dirais juste que en droit commun, et notamment l'indemnisation du fonds d'indemnisation de l'amiante. Mais sur l'application, à mon sens, il n'y a pas de difficulté, et c'est aussi l'avantage d'avoir des médecins experts qui sont désignés, c'est que ça donne la parole aux victimes, voire à leurs proches, que d'expliquer au plus près quelle a été la situation pendant la période critique, et donc d'envisager des préjudices qui sont très importants, comme notamment la notion d'accompagnement. Et puis, alors malheureusement, c'est limite, et à nouveau, je reviens sur le sujet, mais les experts parfois interrogent les proches en disant, et pour vous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Les conséquences? Et je suis obligée de leur dire, écoutez, c'est très bien que vous posez la question, n'hésitez pas à l'indiquer, mais je suis obligée parce que je ne veux pas que les intéressés aient de l'espoir à ce jour, le CIVEN ne vous a pas interrogé parce que la loi ne prévoit pas qu'on l'indemnise. Et les experts sont nécessairement surpris et décontenancés par rapport à justement l'histoire qui a été portée devant eux, et sans sous-estimer, bien entendu, les souffrances qui ont pu être vécues par le malade. Faut avoir conscience qu'il y a un après. Et l'après, c'est perpète pour ceux qui restent, à des degrés différents, mais voilà, qu'on peut aisément comprendre. Merci. Alors, dernière question de la part de Madame la rapporteure. Moi, j'ai une autre question après, et puis on pourra passer à un propos conclusif, hein, si vous le souhaitez. Oui, donc ma question s'adresse à Maître Labruni. Je voulais revenir rapidement sur les ayants droit. J'ai rencontré donc une dame qui a perdu son mari il y a quelques mois, qui était plongeur donc dans le lagon de Mururoa. Et non, enfin un plongeur. Il était travailleur sur site en tout cas. Et donc il avait 5 cancers, dont 2 sur la liste. Il était en cours d'indemnisation, mais donc il est décédé. Et je veux que vous me le confirmiez, elle a droit en fait à demander en tant qu'ayant droit la poursuite de l'indemnisation, c'est une question. Et quel est le chemin qu'elle doit parcourir, parce qu'elle m'a dit qu'elle laissait tomber. Il fallait qu'elle remonte tout le dossier de son mari et que c'était beaucoup, beaucoup trop douloureux pour elle. Et donc, elle laisse tomber. Je voulais savoir si ce cas était confirmé. Enfin, est-ce qu'elle doit refaire tout le dossier de son mari? Et mon autre question aussi par rapport à la méthodologie du CIVEN, est-ce qu'au niveau international, vous avez des informations sur d'autres systèmes d'indemnisation et s'il y a des bonnes choses à retirer de ces méthodologies internationales, étrangères? Merci. Pour malheureusement ceux qui restent, lorsque la demande a déjà été demandée de son vivant, donc par son époux, d'abord je comprends la charge que ça peut représenter émotionnelle et de s'ajouter une difficulté administrative. Alors je dirais d'où l'intérêt quand même d'être accompagné par des associations. Je rappelle le rôle, si ce n'est indispensable. Non, je dirais indispensable dans ce cadre-là, parce qu'on se fait beaucoup de montagnes finalement et à juste titre parfois de ces démarches, et que il y a un rôle quand même de solidarité et de fédérateur et d'accompagnement qui me paraît juste et pour le coup efficace. Dans le cas où le décès intervient en cours de démarche auprès du CIVEN, il suffit d'informer les CIVEN. Il n'y a pas besoin de refaire la demande. On informe le CIVEN, on joint les éléments justificatifs du décès et du lien avec le défunt, donc un livret de famille, des pièces d'identité, un acte de notoriété, pour reprendre les démarches.
Après, ce qui est important, et ça c'est le genre de choses que ni l'association ni l'avocat peut faire à la place des intéressés, c'est récupérer son dossier médical. Le dossier médical, il est personnel, et c'est soit la personne victime, enfin, qui est malade, qui doit faire la demande auprès d'un établissement de santé, soit en cas de décès, le conjoint, les enfants qui sont ayants droit, ont le droit de faire cette demande en justifiant à nouveau de leur lien de filiation auprès de l'établissement de santé. Et ce dossier médical, il est indispensable pour qu'il y ait un bon examen par un expert. Et je sais qu'en Polynésie, c'est une des difficultés, c'est devant les experts de venir avec un dossier bien constitué qui permette Oui, mais le dossier, il est déjà dans les mains du CIVEN, puisque la personne est déjà victime décédée, mais victime... Alors, justement, ce qui bloquait cette dame, c'était qu'il fallait qu'elle refournisse ce dossier. Non, il n'est pas nécessaire de refournir le dossier, il faut peut-être le compléter, parce qu'entre le moment où son époux a fait une demande d'indemnisation et le moment où il est décédé, il s'est passé quand même une histoire médicale, la plus terrible, dont le CIVEN aura besoin. Mais dans ces cas-là, comment peut-on expliquer que cette personne est une mauvaise information? Parce que quand on est seul, on ne sait pas. Il faut savoir justement s'adresser à des personnes qui peuvent soit répondre, soit accompagner dans la réponse. Le CIVEN, oui, mais encore faut-il, cette personne, elle voilà, n'a pas manifestement ou n'ose pas contacter directement le CIVEN. Mais finalement, la réponse est plus simple que ce que les personnes imaginent. Voilà. C'est un point qu'on a évoqué déjà hier avec l'association 193, où il Voilà. faisait part d'un déficit d'information. Alors, M. Sanz répond à la deuxième partie de la question, et ensuite... Oui, alors effectivement, nous avons des informations sur le système d'indemnisation international. Et là, je suis obligé de dire cocorico. Les États-Unis indemnisent une partie de leurs vétérans à partir de 1986 s'ils étaient sur le point 0, c'est-à-dire dans un rayon de, je ne veux pas raconter de bêtises, 20 km autour du point 0 et qui sont une des maladies reconnues par le SCAR. Voilà. Là, ils ont droit à une pension militaire d'invalidité et ils ont droit à un suivi médical. Donc, ils ont droit à une sécurité sociale. De 20 km à 50 km, ils ont droit à une prise en charge de maladie. Autrement dit, ils ont droit à une sécurité sociale. Au-delà, c'est fini. Voilà. Ça, c'est pour le système américain. Pour le système anglais, c'est exactement pareil, sauf qu'il faut avoir été dans les 20 km autour du tir. Et là, on a droit à une pension militaire d'invalidité. Au niveau mémoriel, les Anglais ont fait un effort, puisque maintenant, les vétérans des essais nucléaires ont droit à une médaille, comme nous, on a eu la reconnaissance, la médaille de la défense nationale. Les Anglais, ils avaient utilisé à l'époque des Australiens, des Canadiens, y compris des gens de Nouvelle-Zélande, puisque c'était l'Empire britannique. Alors, il faut savoir que les Australiens, les Canadiens et les gens de Nouvelle-Zélande qui ont été contaminés sont indemnisés par le gouvernement australien, par le gouvernement canadien, mais sous forme d'une prise en charge de la maladie au niveau des soins. C'est tout. Et c'est l'Angleterre qui a envoyé une dotation en Australie, une dotation au Canada et une dotation en Nouvelle-Zélande pour compenser un petit peu comme la France devrait compenser les dépenses du CPS en Polynésie. Voilà. Voilà, je ne vous parlerai pas de la Russie parce que de la Russie parce que là on est dans la nébuleuse et la Chine, ma foi, a peut-être téléphoné pour savoir comment ils indemnisent. Mais à mon avis, ils indemnisent personne. Monsieur Lachaud. Je suis vraiment désolé, c'est vos propos qui viennent de faire penser une question sur la reconnaissance. Vous avez parlé d'une médaille. Est-ce qu'au niveau de votre association, l'idée d'un monument aux morts spécifique pour les victimes des essais
Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé? Est-ce que c'est quelque chose que vous jugez utile, nécessaire ou totalement déplacé? Pourquoi pas un monument? Mais il y a une association qui s'est créée du côté de Lyon qui a monté un mémorial. Bon, pourquoi pas? Moi, ce qui me choque, honnêtement, pour m'être rendu aux États-Unis, pour m'être rendu en Angleterre. En Angleterre, il y a le musée des armées consacre une aile entière aux essais nucléaires. Entière, c'est-à-dire que c'est un peu comme les Invalides. Si on prend la galerie de Gaulle, il y a des photos partout, c'est les essais nucléaires. Une exposition très bien, et en plus très bien documentée. Aux USA, il y a le musée de Dayton, qui pareil consacre aux essais nucléaires, et eux, ils consacrent un bâtiment entier aux essais nucléaires, avec visite des laboratoires de l'époque. C'est-à-dire que je suis pris en photo avec les mains dans l'appareil, dans le caisson, pour manier l'uranium. Y compris des échantillons d'uranium, évidemment protégés sous verre, et ainsi de suite. Et en plus, ils vont beaucoup plus loin, parce qu'il y a certaines autoroutes qui sont baptisées au nom des essais nucléaires. Par exemple, au Texas, il y a une autoroute qui s'appelle Trinity, en mémoire du premier tir nucléaire. En France, nous avons une photo, Gerboise bleue, dans la galerie de Gaulle, consacrée au général de Gaulle, aux Invalides. Elle n'y est plus? Le HID, le service historique de la défense à Brest, vient de faire récemment une exposition sur les essais nucléaires. Mais par contre, il n'y a pas un bout sur les victimes. Je l'ignorais. Alors, il est presque midi. Juste une précision, parce que sur les ayants droit, à ce que disait Maître Labruni, et pour votre information et les uns et les autres, moi-même, j'avais posé une question écrite au gouvernement. C'est récent, hein, j'ai eu la réponse à la fin de l'année 2023, donc pour la bonne information de tout le monde. Donc ils disent bien que si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Les ayants droit peuvent ainsi demander l'indemnisation du préjudice subi par les victimes directes des essais nucléaires quand celles-ci sont décédées dans des conditions particulières prévues par la loi Morin. Les proches de la victime directe ayant été exposés à des rayonnements ignorants ne peuvent cependant pas mobiliser ce dispositif en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice propre ou par ricochet. Il leur est néanmoins possible de solliciter une réparation selon les règles de droit commun, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 30 décembre 2021, à condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie ayant entraîné le décès de la victime et son exposition aux essais nucléaires. Donc voilà, c'est toujours la même réponse. On parle même des personnes exposées. Ouais. Micro. Ouais. Bon. Voilà, bien écoutez, je vous propose de vous donner la parole peut-être très rapidement pour un propos conclusif et surtout ce que Madame la rapporteure et moi-même voulions savoir, c'est qu'est-ce que vous attendez précisément, concrètement de cette commission d'enquête, ou en tous les cas, qu'est-ce qui vous semblerait en quelques mots une avancée majeure dans l'indemnisation des victimes, en vous rappelant encore une fois que tous les chiffres qui ont été évoqués, n'hésitez pas à nous renvoyer des précisions au secrétariat qui vous a contacté, tous les documents que vous jugerez utiles à la commission d'enquête, et en répondant par écrit, bien évidemment, au questionnaire. Allez-y, je vous laisse la parole rapidement. Merci. D'abord, Monsieur le Président et Madame la rapporteure, je voulais vous remercier de nous avoir invités à cette commission. Ça nous a permis aujourd'hui de faire un point assez important sur tous les aspects de ces essais, toutes les facettes qui en ont découlé. Ce qu'on attend de cette commission, c'est effectivement de faire avancer la loi notamment sur les victimes par ricochet. Ça nous tient très à cœur. On veut également surtout avoir notre commission de suivi pour faire reconnaître d'autres maladies dont on a parlé dernièrement, et puis surtout essayer de faire connaître de faire connaître à tous, à la fois à tous les vétérans qui peuvent se trouver sur le territoire, aux conjoints qui n'ont pas pensé à chercher, qui n'ont pas pensé peut-être qu'en voyant une émission de télé, ils se diront bah oui, au fait, mon époux il est décédé comme ça, ou mon père, ou voilà. Ça c'est important.
Il faut vraiment chercher des solutions pour qu'on le sache. Hein, il est grand temps, parce que, comme je vous disais en début de débat, nos vétérans, ils vieillissent, le temps passe, on a peur qu'ils tombent dans l'oubli, et puis ils sont très demandeurs d'une reconnaissance, d'une véritable reconnaissance, et on ne peut pas leur enlever ça. On ne peut pas leur enlever ça, ils sont tombés malades, et on y tient beaucoup. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie tous, et puis voilà, on compte sur vous. Je vais juste elle ne veut pas s'ouvrir. Allons. Elle ne veut pas s'ouvrir. C'est pas d'uranium. Pour compléter notre commission, je fais voir à tous les jeunes ce que c'était qu'un dosimètre. Et la preuve en est que les dosimètres n'étaient pas rendus, puisque j'ai le dosimètre du capitaine Jacquin, qui était du 30 novembre 1960, qui était au Sahara. Voilà ce que c'est. Voilà, il portait ça comme ça, là. Ici. Voilà. Il fallait que je vous fasse voir, quoi. Écoutez, à nouveau, merci pour déjà la qualité des questions et l'intérêt que vous portiez à ce sujet qui, en effet, a tiroir. On l'a vu. Moi, j'emploierai les mots de Monsieur le ministre Morin, qui a voulu mettre en place un système juste et efficace. Il y a eu des progrès. Je pense que il y a encore une belle marge d'amélioration de ce système d'indemnisation. Et je pense en effet qu'il est tout à l'honneur d'ailleurs de la France que d'avoir, à chaque fois qu'elle reconnaît les conséquences sanitaires d'un scandale, de mettre en place un système d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale. Le meilleur des exemples qui soit finalement, c'est nous qui l'avons mis en place. Hein. Ce sont, voilà, le FIVA est un bon exemple, mais je pense qu'il faut prendre modèle sur d'autres systèmes qui ont déjà été mis en place pour améliorer celui qui a été créé en 2010. Merci les uns et les autres. Mes chers collègues, nous nous retrouvons ici mardi prochain à 18h pour l'audition des représentants de l'association Tamari Moruroa, qui sera suivie à 21h par l'audition de Madame Yolande Vernaudon, déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. La séance est levée. Merci beaucoup. Bonne journée.